Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode, cette fois-ci sur la régie lumière et sur le mapping. Pour cela, j'ai deux intervenants, Loïc Marafini sur la régie lumière et Jérôme Binder sur tout ce qui va être vidéo, mapping. L'interview avec Loïc a été faite déjà il y a quelques semaines quand il était là pour l'installation et pour le départ du show. Et celui avec Jérôme a été fait là il y a quelques jours. Donc comme ça, on a deux perspectives à deux moments du spectacle différents. J'espère que ça va vous plaire et je vous laisse profiter tout de suite des interviews. Bonne écoute! Terre à Terre, le podcast qui vous embarque dans les coulisses des spectacles terrain. Bonjour Loïc. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Terre à Terre. Et je vais tout de suite commencer par ma première question. Attention, Oh là. si je te dis Saint-Malo, à quoi tu penses? Oh, bah alors là, moi je pense tout de suite à la mer, au bateau. T'étais déjà venu? Alors je suis déjà passé à Saint-Malo, alors j'ai jamais eu le temps de vraiment visiter, mais je suis déjà passé effectivement pour le travail à Saint-Malo, vu que je voyage pas mal. Ok. Peux-tu te présenter en quelques mots? Bien sûr, donc je m'appelle Loïc Marafini, je suis scénographe concepteur lumière pour divers spectacles. Ça peut être à la fois du théâtre, du concert, notamment des tournées françaises. Et puis bien sûr, je fais aussi de l'éclairage architectural en lumière et plein d'autres choses, tout ce qui peut toucher à la lumière. Ouais, tu fais plein de trucs, dis donc. Et oui, c'est un métier passionnant. Et tu fais aussi prof, non? C'est pas ça? Ouais, tout à fait. Je suis professeur au lycée Pasteur de Besançon, au diplôme national des métiers de l'art en régie lumière. Voilà, qui est un diplôme en fait de l'État, un bac+3. Voilà, où j'enseigne effectivement l'art de la lumière, le métier, où je donne des cours pour maîtriser tout le matériel nécessaire en tout cas pour notre joli métier. Ça fait combien de temps que tu es prof? Alors moi j'ai été diplômé en 2020, en 2020 non pardon, j'ai été diplômé en 2009. Je suis sorti d'école en 2009 où j'ai eu ce diplôme qui s'appelait à l'époque le DMA, diplôme des métiers de l'art. Ok. J'ai été professeur à partir de 2013. Et depuis, je donne. Alors, j'ai commencé comme un petit bébé professeur, hein, où j'intervenais de temps en temps. Et aujourd'hui, où j'ai beaucoup plus de présence. Donc, oui, ça fait quelques années déjà maintenant. Et oui. Oui. Et oui, ça fait 13 ans. Ouais, 13 ans. Et c'est passionnant parce qu'il y a. Ce qui est chouette dans ce côté-là, hein, qui n'est pas vraiment mon métier. Moi, je suis vraiment concepteur lumière, donc je suis sur le terrain, j'ai besoin de créer des choses. Et là, j'échange et je partage mon savoir-faire, en tout cas, et mon expérience professionnelle avec des étudiants qui eux-mêmes sont passionnés. Donc, ils m'apprennent beaucoup et je leur apprends également. Donc, c'est super. Ah, c'est beau, c'est beau. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier dans la lumière et tout Oh là, alors ça, c'est une histoire assez folle. Là, assez folle. Moi, j'ai eu comme un coup de. Je sais pas, c'est assez marrant. C'est un métier passion pour moi, hein. C'est au-delà d'un métier. En fait, je prends vraiment du plaisir à faire ce que je fais. Euh, et donc, moi, j'ai eu un coup de déclic. J'ai eu 14 ans. J'avais 14 ans. Je suis allé voir. Ma petite sœur, en fait, était dans une troupe de danse. Et je suis allé voir, en fait, une troupe de danse du village, quoi, hein. Et en fait, ils avaient installé un peu de technique. Et encore, c'était à l'ancienne. Donc, c'était pas maintenant, aujourd'hui, c'est pas fou, quoi. Mais bizarrement, j'étais passionné par. Je regardais toute la technique. À un moment, je suis même allé voir. Je me souviens, c'était une dame qui faisait la console lumière. Et je suis allé la voir et je lui ai dit, mais comment on fait pour faire ce métier?
Et elle a commencé à me raconter qu'il fallait aller à Lyon, à l'ENSAT. Et moi, j'ai commencé à me dire, oh là là, c'est trop compliqué, ça va être trop dur et tout. Et j'étais en quatrième, je me souviens très bien, hein, j'étais en quatrième. Et voilà, du coup, j'avais même menti. J'étais allé la voir en disant, je peux aller faire des photos, c'est pour le journal de mon collège. Pas du tout. Pas du tout. Et du coup, elle m'avait laissé, j'étais allé voir la technique. Et à partir de là, en fait, j'étais assez pris et passionné. J'ai commencé à rentrer dans une petite compagnie de théâtre en bénévole en lumière, où j'avais 15 ans, je crois, 15-16 ans. Et puis, voilà, après, je suis allé au collège, j'ai dit à ma conseillère d'orientation, je veux faire régisseur lumière. Elle m'a regardé avec des yeux énormes en me disant, mais qu'est-ce que c'est que ce métier? Il va falloir repasser, je n'ai absolument aucune info. Et puis, je suis parti, j'ai fait mes études, je savais qu'il y avait Besançon, j'ai tout fait pour aller à Besançon, j'ai réussi à y aller, qui est une école quand même, je précise, assez compliquée dans le sens où il n'y a que 14 places pour entre 150 et 200 demandes. Donc c'est très sélectif quand même, il faut un petit bagage de temps en temps, des trucs comme ça. Et puis voilà, et du coup j'ai suivi mon chemin et je suis allé à fond là-dedans et j'y suis toujours, donc c'est super. Parfait. Et du coup, en quoi consiste ton métier? Qu'est-ce que tu fais de... Alors pour le spectacle même de Terra par exemple, dans les spectacles de Terra, parce qu'il y en a plusieurs, moi mon métier consiste à déjà rentrer en relation avec le ou les metteurs en scène, de voir comment répondre à leurs demandes en termes de scénographie, de visuel, de l'espace, proposer des idées. Par exemple, voilà, si on va être dans un bateau, est-ce qu'il faut mettre une barque? Est-ce qu'il faut que la scène ressemble à un bateau, par exemple? Donc tout ça, ça va être des idées, on va dire l'image qu'on veut apporter. Donc ça va être ma première partie de mon métier, le côté plus scénographie. Et ensuite, la deuxième partie, ça va être la mise en lumière du spectacle, donc de l'acting et de l'immersif pour ce genre de spectacle. Après, à côté, pour tous les autres tafs que je fais, notamment les concerts de tournée avec des artistes français qu'on peut connaître, là, l'idée, c'est vraiment de faire de la création scénographique sur une identité au personnage ou à la demande de l'artiste, et puis ensuite de faire la création lumière des chansons qui vont dans cette scénographie et essayer de raconter en tout cas une histoire avec la lumière. Est-ce que tu pourrais préciser ce que c'est une scénographie et ce que c'est un acting? Alors une scénographie, ça va être par exemple à quoi va ressembler la scène. Est-ce qu'il faut mettre des praticables ou pas? Est-ce qu'on va l'habiller en noir? Est-ce qu'on va mettre des faux cailloux? Est-ce que la couleur? En fait, ça va jouer sur tout le visuel. C'est-à-dire qu'on part d'une page blanche et puis on vient en fait dessiner des volumes dans l'espace et voir comment occuper pour correspondre au maximum en fait au spectacle, à la demande de la mise en scène, etc. Donc ça va être la partie scénographie. Et ce qu'on appelle la partie acting, c'est quand il y a des comédiens, par exemple, ou des acteurs, moi je vais prendre en note le positionnement de chacun, comment il se déplace dans l'espace, pour ensuite les mettre en lumière. Et donc ça va être plus la partie, ce que j'appelle acting, donc humaine. Ok. Et donc là, sur un spectacle comme Terra Alessia, à quoi ressemble ton quotidien? Alors, une journée type de Terra Alessia. Alors moi, je suis arrivé une semaine avant la première, déjà, le temps de l'installation technique. Et puis, donc les premiers jours, mon quotidien, ça va être plutôt de me rendre sur place à partir de 16h pour commencer à me mettre en place, allumer le kit, etc. Et puis ensuite, de prendre en note toute la répétition. Parce que donc il y a des répétitions qui se font le vendredi soir, le samedi soir, le dimanche soir. D'ailleurs, tous les soirs jusqu'à la première, il y a des répétitions. Sauf que moi, ma priorité, c'est l'acting, donc les acteurs, le déplacement des comédiens. Et donc là, ça va être dans un premier temps ce que je vais faire. Donc je commence de 16h, je travaille, je prends en note. Et puis, une fois que la répétition est terminée, je passe derrière la console et puis je commence à faire les mises en lumière. Et je travaille après ça peut aller jusqu'à 4h du matin, hein, des fois, où je suis tout seul.
Je travaille aussi à distance avec un logiciel donc, qui me permet de prendre en note à quel moment dans la musique les comédiens parlent ou les comédiens là où ils sont placés. Donc tout ça, je prends en note sur mon petit logiciel que j'utilise Reaper en fait, qui est un logiciel de son. Et puis la deuxième partie, ça va être la création lumière. Et la création lumière, eh ben, c'est pareil, même principe, sauf que là, je vais plus m'adapter aux images. En relation avec Damien, justement, qui m'envoie, lui, des visuels que j'ai en premier, donc je les vois avant tout le monde, et je prends en note ce qui se passe sur les visuels. Hop. Euh, et puis, bah, pareil, je mets des repères. Ah, ça change de couleur. Hop, je change de couleur. Ah, c'est la guerre. Hop, je note tous les endroits où il y a la guerre. Et puis, après, je reporte ça sur une ligne de timecode. Donc, un timecode, c'est une horloge, on va dire, hein, qui défile et sur lequel je viens mettre des repères. Et à tel ou tel endroit, eh ben, je vais avoir cet effet-là lumineux qui va partir. Et donc tout Ok. ça, bien sûr, eh ben, c'est des heures. Tu arrives le matin ou l'après-midi, 16 heures. Là, mes journées, ça a été, les derniers temps, là, c'était plutôt du 16 heures, 7 heures du matin, hein. Donc c'est intense quand même. C'est clair. Et qu'est-ce que tu disais que c'était un métier passion, mais vraiment qu'est-ce qui te passionne dedans? C'est le fait d'éclairer des gens, c'est de mettre quelque chose de concret au final, de rendre possible une certaine vision? Ben ouais, tout à fait. En fait, ça sort déjà, ça nous demande de travailler un peu l'imaginaire, notre imaginaire, de le mettre en route, de réussir à faire ressortir en tout cas et ressentir également l'émotion qu'on veut avoir à travers un texte, un mot, un message. Donc ça, je trouve ça hyper sympa dans notre métier, sur ce côté très artistique où on va chercher la sensibilité et comment la mettre en lumière, cette sensibilité. Et ça, c'est hyper passionnant pour ce côté artistique. Après, il y a toute la technique qui n'est jamais la même, qui évolue, et donc on s'adapte. Et puis après, c'est aussi on vit ce métier est hyper éphémère en vrai. Tous les spectacles sont éphémères. Ça vit une fois, et puis à un moment donné, ça s'arrête et on passe à autre chose, et on se renouvelle et on recommence, on fait une nouvelle chose. Donc c'est ça qui va être aussi hyper passionnant. On n'a pas de routine en vrai. Voilà, c'est une évolution constante, et c'est passionnant. Tu disais avant que Damien te donnait à toi en premier les visuels. Tu parles du mapping. Tout à fait. Le mapping, en fait, il y a le mapping, le son aussi, parce que donc Damien est le maître d'œuvre de ces spectacles-là. Il est en relation avec des graphistes, et donc je reçois effectivement toutes les vidéos en aplat, donc tout ce qu'on projette partout, avec le son, et donc du coup je vois toutes les images qui sont projetées. Ouais. Ok. Et au fait, comment tu as connu les spectacles Terra? Alors, bah, je les ai pas connus parce que moi, je les ai vus naître en fait, les spectacles Terra. Moi, je travaille avec Damien. Waouh. Alors là, bah, autant que professeur, je pense. Donc, j'ai connu Damien en 2008 ou 2009, par là aussi. Je suis sorti d'école et j'étais directement embauché avec la société TSE, un prestataire technique en tant qu'intermittent, où j'ai fait mes premières armes avec TSE. Et c'est là où j'ai rencontré Damien. Donc, premier chantier avec Damien, au Parc Steinbach, l'ancien Parc Steinbach de Mulhouse, où on a fait un spectacle en déambulation dans le parc. Et en fait, après, avec Damien, en fait, j'ai continué à bosser, on s'est recroisés, etc. Et donc, je suis parti à la Fête des Lumières de Lyon avec lui, où j'en ai fait quelques années. Il y a eu la Maison Production aussi, avec qui j'ai beaucoup travaillé, et qui, en tout cas, proposait tous ces spectacles mapping. euh, En lien avec TSE, qui lui était prestataire technique sur les chantiers. Et en fait, de fil en aiguille, on a avancé, et puis un jour, Damien a proposé les fameux Terra, et c'est comme ça en fait que je suis rentré dans la boucle des Terra également. Et qu'est-ce que tu aimes dans ces spectacles?
Et ben, les terrains, en fait, moi, ce que je trouve assez incroyable, c'est le côté humain qu'il peut y avoir. Parce que ça, très souvent, alors ça dépend des terrains, il y a des petits terrains, des grands terrains, mais souvent les terrasses, ce sont des associations, des églises qui en fait font une demande. Et donc on travaille avec des bénévoles, beaucoup de bénévoles, ça peut monter à 150 bénévoles, 200 peut-être, euh, Sur scène, parce qu'en tout, sur on scène. peut monter jusqu'à 400 bénévoles, Bon, tout pôle confondu. ben voilà, et je trouve que ça c'est déjà très très fort dans les terras, parce que ça rassemble du monde. Et ce qui est beau, je trouve, c'est quand on est au début, qu'on connaît personne, et à la fin, quand on pleure, parce qu'on n'a pas envie que ça s'arrête. Je trouve ça super fort comme événement. Après, voilà, les terras, il y a aussi toute l'équipe, hein. On est une équipe technique très solide aussi, hein. On se soutient parce que c'est quand même beaucoup d'énergie. Euh, voilà, c'est c'est très chouette. Mais l'humain, je pense que l'humain est important sur les terrains et c'est ce qu'il y a de très très beau, je trouve, le partage. Ok. Et, euh, et pour toi, sur quoi repose l'aspect immersif du spectacle? Est-ce que tu penses que c'est surtout le mapping ou est-ce que tu penses que c'est l'acting qui fait ça? Alors c'est un tout. Si la vraie clé, c'est de réussir tout, ce qui est souvent compliqué un peu au début parce que bah, déjà les bénévoles, ils ont parfois pas du tout joué, fait d'acteur, ils se mettent quand même dans la peau d'un acteur. En plus, ils apprennent des répliques, étant donné que c'est un peu du playback, il y a énormément d'infos, donc ça devient trop compliqué à faire du live sur ce genre de spectacle. Euh, donc déjà, en fait, ce qui marche parfaitement bien, c'est quand la vidéo elle est immersive sur le sujet abordé, par exemple le feu, voilà, que la lumière vient appuyer cet effet sur nous, en tout cas, parce qu'il faut savoir que le public, lui, n'est pas dans la vidéo. Le mapping, c'est que sur les surfaces. Après, en lumière, on vient apporter l'immersion par de la lumière indirecte sur le spectateur pour faire croire, par exemple, qu'il y a cet effet feu ou qu'il y a des boulets de canon, la lumière des boulets de canon qui sont sur le public. Ça, c'est par la lumière, en fait. C'est pas avec la vidéo. Donc ça, c'est le côté immersif spectacle, on va dire. Mais là-dedans, il y a l'immersif acting, acteur, qui en fait joue un rôle encore une fois hyper essentiel et eux tiennent la baraque, hein, j'ai envie de dire. Euh, ben, c'est la manière dont ils vont jouer le personnage et vivre l'émotion à l'instant T. Et ça, moi, je trouve toujours incroyable. Encore hier soir, hein, quand il y a eu quand on a fait notre spectacle, je suis allé voir. Moi, je vais voir les bénévoles hein, parce que j'en ai vu un paquet de bénévoles et j'ai fait pas mal de terrain. Et j'adore les voir et aller les féliciter parce qu'ils prennent. Il y a certains bénévoles qui apprennent le texte tellement bien que tu as l'impression que c'est eux qui jouent en vrai. Et en plus de ça, ils sont dans des rôles et des personnages, mais ça joue, même quand ils n'ont pas de texte en fait. C'est ça qui va être beau, c'est quand on les voit passer, l'église est en feu, ils sont en panique, on voit leur regard qui est en panique. C'est incroyable. Moi, je trouve ça incroyable. Alors que tu te dis, mais en fait, ce sont des gens qui jouent un rôle, c'est des bénévoles. Et en fait, l'immersion est là, quoi. Donc ça marche, ça marche hyper bien. Donc c'est un tout. Le mapping et l'immersif, c'est vraiment important. Les spectacles de terrasse, ce sont surtout des spectacles un peu historiques. Est-ce que tu as appris des choses en histoire grâce au spectacle? Ah bah bien sûr, forcément, les terras, en fait, le but même des terras, c'est de rester un peu sur l'histoire locale. Et notamment de l'église aussi. Donc je sais que Natacha ou Damien, quand ils font l'écriture du spectacle, forcément on va se baser sur un événement qui a eu lieu autour de cette église ou du lieu, hein, on n'est pas obligé d'être dans une église. Et forcément, on va apprendre ben, du coup on va apprendre un peu l'histoire. Par exemple, ici à Saint-Malo, on a une belle partie où on nous raconte pourquoi la ville s'appelle Saint-Malo. Voilà, donc ça va être hyper sympa et c'est alors oui, oui, on apprend forcément des choses. Et pour toi, en plus, qui est prof, est-ce que tu penses que l'art est un bon vecteur d'apprentissage, que même on peut utiliser des supports de divertissement, comme un spectacle comme ça, pour donner
pour donner des informations, pour donner du savoir. Bien sûr que l'art est important. Et moi, j'encourage d'ailleurs tous mes étudiants à chaque fois à sortir de chez eux, à sortir des écrans aussi un petit peu, aller dans des musées euh, et aller s'inspirer parce que dans l'art, il y a énormément d'informations et c'est vraiment important, je pense, de ouais, de faire évoluer son apprentissage via l'art en fait et de prendre toutes les infos possibles. Alors nous, hein, typiquement, nous en lumière, on va avoir des références assez bêtes, hein, mais quand on va voir un tableau de Jean de la Tour, par exemple, il y a un travail qui est incroyable sur la mise en lumière des personnages et des directions de lumière. Donc ça, nous, moi ça me passionne. Hein, quand on sait qu'à l'époque, ils faisaient ça, nous, on essaie de reproduire ça aujourd'hui, mais en vrai, quoi. Euh, et il y a beaucoup d'émotions. Dans l'art, il y a beaucoup de choses. Alors, je ne parle pas que de peinture, hein, bien sûr, on peut retrouver l'art, c'est immense. Hein, il y en a partout. L'art, pour moi, l'art, c'est même la nature. Hein, donc, on peut prendre de l'inspiration en regardant le ciel hein, et les étoiles. Hein, donc, non, l'art, il faut prendre. C'est beau, c'est important. Et j'espère qu'on gardera cette force. En tout cas, nous, en France, on a une belle culture hein, dans l'art quand même. Hein. On a un ensemble d'intermittents, de métiers du spectacle qui est très grand, très vaste. Alors malheureusement avec des difficultés qu'on connaît, hein, mais voilà, c'est beau et c'est fort. Mais par exemple, tu dirais que si on faisait un son et lumière dans la grotte Lascaux, par exemple, Oui, tu penses que ça aiderait les gens à bien plus sûr. à plus retenir les informations historiques, à plus avoir un impact sur les gens? Alors ça va dépendre des gens. Il y en a qui vont être hyper réceptifs, d'autres peut-être un peu moins. Après, oui, le spectacle peut être utilisé pour que ce soit ludique, quoi. Et ça, je trouve ça hyper bien. Moi j'adore aller voir un spectacle et me dire ah purée, j'ai appris des trucs, quoi. C'est c'est chouette. Je suis pas venu pour rien, quoi. Ouais, tu viens à la base juste pour Ouais, parce que l'idée te plaisait bien et bien puis sûr. finalement tu te rends compte ah ouais j'ai appris des Ah trucs. ouais, j'ai appris, bah ouais, comme les églises, la construction des églises, moi ça me passionne, moi je trouve ça tellement, tellement beau en fait, de se dire mais ouais, il y a des mecs à l'époque qui ont construit ça avec leurs mains Ouais. quoi. Et, les cathédrales, moi ça me rend fou, ça me rend fou les cathédrales, quand on voit l'envergure de ces monuments et tu te dis mais moi, je suis là comme ça, je touche les pierres, je suis là-dedans, comme si je suis pas conscient presque que il y a des gens qui ont construit ça avec leurs petites mains, leurs burins, les tailleurs de pierre. Ouah, non mais c'est fou. Et, et c'est beau d'apprendre ça via des spectacles. Voilà, moi je sais que j'adore ça en tout cas. Ouais, puis surtout que du coup on ne traite pas seulement j'ai envie de dire de la grande histoire avec un grand H, juste les grands personnages, Non, etc. Non, on est aussi sur les gens qui, justement, ont construit. tout à fait, Et tout à fait. ça c'est bien Et ça c'est chouette, de ouais. pas oublier le reste du monde. Ouais, carrément. Et si tu avais un mot à dire à nos bénévoles ou à nos futurs bénévoles qui vont peut-être nous rejoindre sur le spectacle, qu'est-ce que tu leur dirais? Ah bah moi je dis venez, venez. C'est en fait ce qu'il faut savoir c'est que pour moi ce genre de spectacle les bénévoles ils tiennent la baraque quoi. C'est vraiment c'est en partie grâce à eux que ce spectacle il vit hein. S'il n'y a pas de bénévoles le spectacle il n'a pas de sens. Mm. Euh, et déjà moi je les remercie tous pour cet investissement parce que c'est un investissement de dingue et, euh, et moi, je suis toujours admiratif quand j'arrive les premiers jours, que je les vois travailler. Et puis je les regarde, je me dis, oh là là, le travail qu'il faut faire, le travail qu'il y a encore à faire. Et puis, au final, quand on regarde les premières, et je me dis, waouh, mais oh, putain, incroyable. Donc moi, pour moi, les bénévoles, c'est merci, merci d'être là. Venez parce que venez prendre de l'expérience, parce que c'est aussi une super chance, je trouve, sur ce genre de spectacle. C'est un spectacle qui dure 1h20, 1h25, où il y a une présence sur scène, et en fait, on peut expérimenter
cette présence sur scène, en tout cas, on peut l'avoir, on nous l'offre en tout cas. Donc pour les gens intéressés qui souhaitent intervenir et participer à ce beau rassemblement humain, ils peuvent venir se présenter, effectivement, s'inscrire pour devenir bénévole sur ce spectacle et avoir une belle expérience de la scène, découvrir peut-être une autre facette de leur personnalité. Ça aide, hein, des fois ça ouvre, hein, des fois ça permet même de... Vu qu'on devient un personnage, on sort de notre quotidien à nous, on devient quelqu'un d'autre et on oublie aussi ce qui se passe autour. Et ça, c'est super. C'est des très belles expériences à vivre. Donc venez, et puis merci à tous, en tout cas à tous les bénévoles qui sont aujourd'hui présents. Oh, que c'est mignon, mais c'est vrai. Merci beaucoup à tous nos bénévoles qui nous écoutent. Et si tu devais dire quelque chose à nos futurs spectateurs ? Futurs spectateurs, écoutez, bienvenue, venez voir le spectacle. J'espère qu'il vous plaira. En tout cas, il y a de très belles choses à apprendre, à voir, à vivre. Spectacle unique en France, hein, bien sûr. Là, on est sur, on va dire, un spectacle immersif avec des acteurs. On n'est pas juste sur de la lumière ou de la vidéo, hein. On a vraiment une histoire et c'est la force de Terra. Donc welcome les nouveaux spectateurs et j'espère que ça vous plaira en tout cas, et n'hésitez pas ensuite à en parler et à faire venir plein de gens. Eh bien, merci Loïc pour ton intervention. Merci à toi. C'était très plaisant de t'écouter. Merci beaucoup. Bon, eh bien, bonjour Jérôme. Bonjour. Je suis ravie de t'avoir sur le podcast Terre à Terre. Donc, tu es venu à Saint-Malo là, pendant 2 semaines, il y a quelques jours. Est-ce que tu étais déjà venu à Saint-Malo ? Qu'est-ce que ça t'évoque, Saint-Malo ? Ça m'évoquait des vacances en Bretagne que je n'ai jamais vraiment faites. Donc là, c'était l'occasion en fait d'aller justement en Bretagne, qui plus est à Saint-Malo, pour pouvoir voir cette jolie ville, tout simplement. Après, j'ai déjà été pas très loin, j'ai déjà été au Mont-Saint-Michel par le passé. Mais là, cette fois, c'était vraiment la belle occasion, qui plus est en été, de découvrir Saint-Malo. Alors, avant que j'y sois pour les permanences ces 2 dernières semaines, j'y étais déjà il y a un peu plus d'1 mois maintenant, pour tout ce qui était le réglage. Voilà. Ok. Et est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs auditrices ? Jérôme Jacques Binder. Là, j'ai déjà 34 ans. J'ai que 3-4 ans d'expérience dans la vidéo, l'intermittence et tout ce qui concerne un peu le mapping vidéo. Avant, je suis toujours musicien à côté, batteur, depuis une quinzaine d'années. Et puis, j'ai travaillé dans la chimie un peu moins de 10 ans. Donc, un parcours très particulier. C'est clair. Passer de la chimie au monde du spectacle, ça fait un grand tournant dans la vie, je pense. Ouais, c'est ça. Bon, après, avec la musique, du coup, t'as jamais... t'étais déjà dedans d'un côté... Oui, il y a des codes. D'un côté artiste. Ouais, il y a des codes qu'on retrouve, même si c'est sûr qu'entre la technique et l'artiste, il y a quand même une différence. Mais on retrouve quand même les codes et surtout le langage. Qu'est-ce qui t'a fait passer de l'autre côté, du côté technique ? Disons que c'était la curiosité. Et alors évidemment, en termes de travail, c'est sûr, parce que en étant artiste avant, c'était pas quelque chose que je faisais à plein temps. Même si voilà, je donnais des cours de musique, de batterie à côté. Et puis j'avais des concerts, des tournées avec les groupes. Mais l'alchimie dans un groupe, c'est pas évident à tenir. On a fait plusieurs groupes.
Donc à long terme, comment dire, je pourrais très bien faire une carrière en solo, tout ça, mais pour moi, la musique, c'était déjà le partage, donc que ça marche ou que ça marche pas d'ailleurs. Alors, le côté technique, c'était plus d'abord pour l'aspect financier, parce que on peut plus facilement tirer son épingle du jeu, alors que quand on fait quelque chose d'artistique, euh, il faut savoir ben, quand même travailler, avoir la même vision artistique, Mhm. partager un idéal commun, ce qui n'est pas toujours très aisé à faire. Alors qu'en technique, bah, souvent, c'est pas qu'on n'a pas le choix. Enfin, si quelque part, bah, le prestataire, il va dire, voilà, il y a tel et tel travail à faire. C'est comme ça que ça se passe. Puis on va dans cette même direction. On va dire que c'est un peu plus facile à, à gérer que le côté artistique qui est, ouais, qui est un peu plus, je trouve, difficile. En tout cas, pour Mm. performer, pour en vivre surtout. Voilà. Ouais, je vois ce que tu veux Mm. dire. Ok. Et pourquoi la vidéo en particulier? Alors, la vidéo, pourquoi? Parce que c'est moi qui réalisais des clips vidéo quand j'avais les anciens groupes. Donc, j'avais déjà des facilités avec voilà, avec ce format-là. Le fait de toucher à des montages vidéo, etc., en fait, c'est venu assez naturellement, même si ça reste quand même très spécifique. Je veux dire, dans la vidéo, euh, entre, par exemple, du streaming ou, par exemple, du mapping vidéo, du montage, même si des fois on a le même langage, c'est pas du tout le même job. Ah, puis c'est pas vraiment le même format, enfin, Ben, c'est assez différent quand même, ouais. oui, c'est-à-dire que quand on fait du mapping, il faut savoir aussi travailler avec des serveurs, alors que quelqu'un qui va faire du montage vidéo n'a pas forcément besoin de travailler avec des serveurs. Ouais. Euh, Pareil pour quelqu'un qui va faire de la captation. Ben, quelqu'un pourrait très bien être doué pour filmer, choper les bons angles de vue de vidéo, alors que côté montage, on va dire un bon monteur vidéo n'est pas forcément un bon réalisateur en captation qui va faire les meilleurs plans. Et vice-versa. Il y en a, ils peuvent très bien faire les deux. Et en fait, c'est valable. En fait, il faut voir ça comme il y a la vidéo et il y a plein de branches. Hmm. Et après, on maîtrise plus ou moins certaines branches. On a des facilités plus ou moins avec certaines. Voilà. Et t'as été du coup rapidement dans la branche mapping. Donc t'as dit ça fait 4 ans que t'es dans la vidéo. Mm. En- Oui, c'est ça. Mais mapping, un peu, c'est devenu plus à partir d'il y a 2 ans. Donc 4 ans que j'étais un peu plus dans la vidéo, que j'ai commencé les premiers plans. Euh, et, et puis voilà, tout simplement. Mais c'est vrai que le mapping vidéo, c'est très, très spécifique. C'est vraiment une branche technique qui demande quand même aussi à se former. Ok, donc t'as une formation de quelques mois sur le mapping. Non, pas du tout. J'ai fait une formation que beaucoup dans ce monde-là ont fait. C'est une formation d'une semaine, Mm. assez intensive, où on apprend un peu les codes. On travaille avec un logiciel voilà, qui s'appelle Modulo, qui sont français d'ailleurs. Donc c'est une bonne fierté pour ce pays d'utiliser un logiciel qui est très très répandu, même à l'international. Donc c'était une semaine, et après évidemment, c'est pas en une semaine qu'on devient un pro, hein, loin de là. C'est à force après de faire plusieurs plans, donc on
Je dirais que faut voir ça comme du contrôle continu, mais personnel. Euh, Ok. C'est-à-dire qu'à chaque plan, même moi encore aujourd'hui, il y a certains aspects où on va trouver des facilités à faire telle ou telle action. On est un peu plus rapide pour des formations, par exemple. En fait, c'est l'expérience après qui fait que on va être plus ou moins compétent. Un peu comme tout d'ailleurs, hein, mais c'est vrai que pour ce cas-là, il faut, ouais, il faut que ça soit régulièrement mis sur le tapis. Ouais. Ok. Et, euh, et tu arriveras à nous décrire un peu comment ça fonctionne, Modulo, comment ça Mm. fonctionne le mapping, pour des gens qui n'y connaissent rien. Part du principe qu'on n'y connaît rien, comment tu nous l'expliquerais? Ouais, alors on va essayer de pas faire trop compliqué. Donc, basiquement, pour faire un mapping vidéo, on le fait avec des vidéoprojecteurs. Donc, il faut déjà les vidéoprojecteurs pour projeter nos surfaces, nos surfaces vidéo. Est-ce que c'est des vidéoprojecteurs différents de ce qu'on pourrait avoir Ouais, dans... bah c'est oui, des vidéoprojecteurs professionnels, donc qui ont une grande capacité en luminosité, donc calculée en lumens. Donc, il y a peut y avoir du 5000, 10 000, 13 000, 20 000 lumens, même 30 000, encore au-delà. Plus notre vidéoprojecteur est puissant, plus sa visibilité sera augmentée. Donc, par exemple, c'est pour ça que quand on fait des mappings extérieurs, eh ben, ça arrive des fois qu'on doit coupler des vidéoprojecteurs, faire des duals ou des trials pour augmenter notre luminosité? luminosité. Ok. Ouais, c'est ça. Oui, parce que c'est Parce pas que, comme dans une salle de cours où tu as un tableau blanc sur lequel tu projettes. Et donc, si c'est blanc, il n'y a pas de problème. Là, tu es sur ouais, des surfaces où potentiellement il y a de la couleur et faut quand même réussir à voir la vidéo dessus, quoi. c'est ça. Et puis, bon, forcément, en extérieur, c'est un peu plus délicat parce que c'est qu'à partir d'une certaine heure qu'on voit vraiment ce qu'on projette. Et c'est pour ça que là, sur les terras, le fait déjà de le faire en intérieur, c'est un peu plus facile. On peut faire des spectacles qui jouent plus tôt. Mhm. Pas forcément que le soleil. Bon, après, ce qui a été fait récemment, c'est qu'on fait des occultations. Mhm. Donc, il y a une équipe qui s'occupe de ça, d'occulter les fenêtres pour que justement le spectacle puisse jouer même quand dehors il y a plein soleil. Oui, parce que quand on était à Strasbourg, vu qu'on était encore un peu en hiver, et ben tout ce qu'on avait à faire, c'était de décaler le spectacle de plus en plus tard pour être sûr que bah il y ait moins de C'est ça. luminosité à ce moment-là. Alors que ici, bon, en été, même pas la peine de décaler, il faudrait commencer à 23 heures le spectacle, ce serait un peu complexe. Mais Mm. donc on a occulté effectivement. Mm. Voilà, c'est ça. Donc là, en fait, pour un peu revenir à ce qu'on disait, donc ouais, il faut des vidéoprojecteurs, il faut des serveurs. Donc là, du coup, c'est là que Modulo entre en scène. Modulo, en fait, c'est un serveur, mais c'est aussi un logiciel. Faut voir ça un peu comme un ordinateur boosté, on va dire, boosté à la testostérone à balle et très, très puissant, qui permet de lire et d'emmagasiner beaucoup de ressources vidéo. Parce que la vidéo demande aussi une très bonne carte graphique, etc. Donc ça demande d'avoir un ordinateur avec une mémoire, une RAM suffisante pour jouer toutes ces vidéos. Donc, mais voilà, donc on va dire, on a d'autres serveurs modulo. On peut avoir 4 5 ça dépend les modèles, mais on peut avoir jusqu'à 6 sorties par exemple vidéo. Donc 6 projecteurs en simultané. Et on peut aussi coupler les serveurs, c'est-à-dire on va avoir, par exemple pour le cas de Saint-Malo, on a 3 serveurs, dont 2 qui jouent réellement et un euh, en secours. Ok. Et donc il y a 2 serveurs qui vont jouer. Donc ça fait après 12 vidéoprojecteurs de capacité. Et l'avantage, c'est que ben,
coexistent entre eux pour faire en sorte que sur les 12 sorties, cela joue en même temps. C'est-à-dire on a nos 12 médias projetés qui vont jouer en même temps grâce au fait qu'on peut coupler ces serveurs. Ok. Donc pourrait très bien avoir 10 serveurs et avoir quarantaine de vidéoprojecteurs. Après, tout dépend du budget, tout dépend de ce qu'on veut projeter. Et, et donc, basiquement, c'est ça, on projette en simultané, c'est comme ça que les spectacles arrivent à jouer. Mais ça, voilà, ça c'est la partie visuelle, la partie, on va dire, diffusion. Mhm. Parce que là où la partie, on va dire, la plus technique, c'est qu'une fois qu'on a fait nos installations, en fait, nous, on arrive, il y a d'abord l'installation qui est faite avec les vidéoprojecteurs, donc qui sont fixés à des endroits précis. Ces endroits précis ont été calculés en amont euh, par un bureau d'études qui est déjà venu sur les lieux en tout premier, a fait des photos de l'église pour ensuite, en 3D, les projecteurs sont placés dans l'espace pour dire, OK, ça projettera cette surface-là, ça projettera une partie du chœur, ça projettera une partie de la nef. Et une fois que ce travail en amont est fait, il y a un travail de Photoshop en fait à faire, où il y a les découpages des voûtes, des arches, Mhm. etc. Donc toute cette partie encore très manuelle à faire à l'ordinateur permet ensuite d'importer ce qui a été travaillé, ce qui a été découpé, pour le mettre dans le logiciel Modulo. Et Modulo, la grosse puissance, c'est il ne fait pas juste jouer des vidéoprojecteurs en simultané, mais il permet de déformer ce qu'on a découpé sur Photoshop pour caler, OK, cette vidéo prendra ça, cette vidéo prendra ça, etc. Ok. Genre, par exemple, dans la scène où ils construisent l'église, là où on voit qu'ils montent des poutres, qu'ils montent des voûtes, etc. Grosso modo, c'est à ça qu'a servi les découpages Photoshop et ce dont tu parles. Genre vraiment Par ce fait exemple, de après, caler sur les vraies voûtes de l'église. oui, c'est ça. En fait, les médias, alors après, il faut distinguer deux jobs, hein. C'est-à-dire qu'il y a le job de nous qui venons, qui faisons les déformations, qui faisons en sorte de caler le système tout simplement, comme un sondier va caler son système son. Nous, en fait, on cale le système vidéo. On fait en sorte que voilà, l'arche, elle rentre bien, la forme de l'arche, elle rentre bien pour quand la vidéo sera projetée et que le graphiste aura dessiné son arche, ben, elle soit bien représentée. Hmm. Et donc, en fait, c'est là où il y a deux jobs. C'est le job du graphiste, une équipe de graphistes qui va créer les médias via un patron. En fait, il faut voir ça comme un patron comme un patron de couture, c'est-à-dire il a son église, il a l'église en 3D sur l'ordinateur. Ils vont utiliser des logiciels comme Blender, etc. Et ensuite, eux, ils vont faire leurs vidéos, leurs médias, leurs graphismes sur ce patron-là. Et c'est pour ça que nous, après, sur le terrain, on a tout intérêt à ce que le patron puisse coller parfaitement à l'église pour qu'ensuite, quand on fait jouer les médias, ben, tout concorde bien, l'arche est bien pile poil dans l'arche, le rond, il est bien dessiné, etc. Ok, Voilà. parce que si jamais ça venait, je sais pas, il y a un souci, comment tu fais pour le modifier? Est-ce qu'il faut que tu refasses le découpage? Du coup, est-ce que c'est possible à cette étape du projet? Comment ça se passe s'il y a un problème de calage? S'il y a un problème de calage, ben, c'est pour ça qu'on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème. Parce qu'en amont, en fait, Il n'y a pas de problème de bah, c'est pour calage en ça que... fait. Ouais, bah, disons qu'il peut y en avoir. Il peut y en avoir j'ai un exemple très concret. Qu'il peut y en avoir. Par exemple, ça peut arriver, vu que les shows, ils jouent presque... Qui peut jouer pendant 2 semaines, comme un mois, comme 2 mois. Donc avec la chaleur, avec le changement de température, ça se peut que les vidéoprojecteurs, ça bouge très très légèrement.
Et donc ça peut se voir. C'est pour ça qu'on fait de temps en temps, on fait des phases de recalage. On regarde toujours, déjà avant de lancer un spectacle, si nos mires, si ce qu'on a calé concorde toujours bien. Et si ça concorde pas, eh ben, on reprend en manuel et on redéforme un petit peu. Mais oui, il y a voilà, le fait de la température, ça joue, en tout cas, ça influe, Ok. entre autres. Donc oui, il y a du recalage à faire, évidemment, sur des spectacles, surtout quand ça dure très longtemps. Et donc, concrètement, comment ça se passe pour toi quand tu arrives sur l'exploitation et que tu dois faire un calage? Donc, tu as un ordi devant toi, tu as un truc spécial devant toi. Comment ça marche? Oui, alors, disons que, voilà, par exemple, avec le logiciel Modulo, ben, on a accès à une remote. Ouais, une remote, c'est voir ça, oui, comme un logiciel. Et en fait, on se connecte au serveur et on a notre interface sur l'ordinateur qui permet de nous balader un peu sur toutes les déformations qu'on est en train de faire. Et c'est vrai qu'avec un ordi de portable, bah, ça a été pensé pour, hein, c'est très pratique de se balader un peu partout pour déformer ce qu'on a envie de déformer. Ok, Voilà. d'accord. Donc, tu te balades avec ton ordi dans l'église pour vérifier que c'est bien calé. Et si c'est pas calé, bah, du coup, tu peux le déplacer sur ton ordi et ça va le déplacer sur le mur? Oui, par exemple, si je prends un exemple d'une arche, bah, on a d'autres arches et, euh, et donc on a cette forme-là qui est référencée dans ce qui a été importé. Et puis ensuite, en fonction de comment on bouge nos points, ben on fait bouger notre arche et on fait en sorte qu'elle concorde bien. Et, et puis voilà, après, c'est comme nos vidéoprojecteurs. Et ben, il faut que toutes les liaisons entre eux se fassent soit lisses. C'est un peu ça des soft edge. Donc ça permet de faire en sorte que même quand les vidéoprojecteurs se chevauchent, qui prennent toujours un bout de média du projecteur d'avant, pour en fait que ça se voit pas à l'œil nu et tout ça. Bon, c'est un peu voir ça comme des joints, quoi, comme des joints de placo. Ok, ouais. Euh, et au fait, comment t'as connu les spectacles Terra? Bah, en fait, c'est via le prestataire TSE, donc Texas Spectacle Événement, voilà, qui faisait un peu qui s'était mis beaucoup ces dernières années sur le mapping. Donc, en fait, on en est venu à joindre les équipes qui commençaient à produire ces spectacles-là. Donc, à la base, c'était travailler pour Damien Fontaine. Et ensuite, on commençait même à produire les spectacles, c'est-à-dire avoir plus un œil, pas que juste sur la technique, mais aussi sur la production, donc de A à Z. Donc, ça pouvait être Oui, même. avec Pierre de Lumière et Fiat Lux, ouais. C'est ça, voilà. Et c'est un peu comme ça que j'ai connu Terra. Voilà. Donc j'ai un peu vu les. Oui, on va dire, j'ai un petit peu vu les débuts, même si j'ai pas forcément travaillé, mais je les ai vus de l'extérieur, oui. Toi, qu'est-ce que tu as préféré dans le spectacle là, Terra Alessia? J'ai toujours été un peu fan de l'univers de la piraterie de manière générale, même si là c'est une histoire de corsaire, c'est différent des pirates. Mais C'est bien, t'as bien retenu la leçon. oui, oui, oui. Non, mais je la connaissais déjà avant. Mhm. Euh, oui, le côté des bateaux, la mer, tout ça, c'est même si je suis pas quelqu'un de la mer, enfin vu que je suis dans le Grand Est, à part c'est plutôt les lacs quoi que je connais bien. Claire. Donc non, il y a toujours un imaginaire, on idéalise un imaginaire. Bah là récemment au cinéma, il y a l'Odyssée et c'est vrai que l'Odyssée c'est aussi un périple en bateau où il échoue d'île en île. C'est quelque chose qui m'a toujours un peu fasciné, le monde de la mer.
et qu'on retrouve bah, voilà, dans le spectacle à travers l'histoire du Gué-Trouin, sur ses différentes épopées. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré, l'univers l'univers marin et parfois même impitoyable, hein. Est-ce que pour toi, le mapping, c'est ce qui fait l'aspect immersif du spectacle ou c'est juste, enfin juste, ou c'est un outil qui aide effectivement à cette immersion, mais c'est plus un ensemble avec l'acting et le mapping qui fait cet aspect immersif. Comment, comment tu décrirais en fait les spectacles Terra? Bah, c'est un tout, c'est vraiment un tout. C'est clair que le mapping, il a un rôle prépondérant parce qu'il permet, à la fois, il apporte de la lumière, même si le travail de la lumière, enfin, nos amis de la lumière, est très important, qui permet de mettre en valeur sur tel et tel acte les personnages en question. Mais disons que c'est vraiment la partie mapping, elle a cette particularité à, on va dire, à traduire notre imaginaire. C'est-à-dire quand on regarde, par exemple, un spectacle de théâtre, Hmm. on va avoir des personnages qui discutent entre eux, on va avoir parfois juste un décor fixe, et le reste, on va essayer de s'imaginer les personnages qui, si par exemple, ils font quelque chose peut-être de plus fantastique, alors que là, avec le mapping, on a voilà, des médias qui sont joués et qui permettent de visualiser en direct. Voilà, par exemple, si il y aurait une cale de bateau, ben, on aura l'impression d'être dans la cale de bateau avec les acteurs. Donc principalement sa force, c'est d'immerger le spectateur dans le spectacle. Et puis aussi, il y a par des écrits. Voilà, les médias, il peut y avoir des écrits, il peut y avoir des indices, on peut vraiment faire un jeu aussi avec ça. Ça peut aller très très loin. Donc ça, voilà, ça a vraiment son rôle prépondérant. Mais évidemment, juste du mapping simple, bon, ça se fait dans pas mal de villes, hein, juste des médias qui sont joués. Mais là, le spectacle Terra, le fait de faire participer l'écosystème euh, bénévole des personnes qui habitent aux alentours de la ville, le fait de faire aussi l'histoire qui concorde, en tout cas qui essaye de concorder au maximum avec du vécu. Donc ça permet de faire à la fois un cours d'histoire en spectacle, et je pense que c'est aussi ça réellement sa force, et qui ensuite est embelli avec le côté visuel du mapping, de la lumière. Ok, ouais. Ouais, le mapping est vraiment finalement l'environnement du spectacle. Genre, ça vraiment, ça pose le décor, Oui, c'est ça. ça te donne des indices sur où on est, quand on est, etc. Et l'acting vient vraiment apporter le vivant du spectacle vivant et Mm. encore plus t'immerger dans l'expérience finalement. Surtout quand ils viennent te chercher pour danser avec eux. Par exemple, oui. Ok. Et du coup, avant, tu m'as dit que tu connaissais la différence entre pirate et corsaire, que tu l'as pas appris grâce au Mm. spectacle. Mais est-ce que à part ça, tu as appris des choses grâce au spectacle sur l'histoire de Saint-Malo? Bah oui, parce que déjà, je savais pas, je connaissais pas trop Saint-Malo, à part de nom, évidemment, qui est quand même assez célèbre. Mais je savais pas que c'était une terre vraiment de corsaires, par exemple, et que c'était le départ, notamment de la route du Rhum. Mhm. C'est quelque chose d'assez célèbre là-bas, où il y a des skippers qui partent de Saint-Malo pour rejoindre Guadeloupe. Je savais pas, ouais, que c'était vraiment comment dire, si historique que ça. Et ouais, non, j'en ai beaucoup appris, notamment Tu sur. connaissais déjà du Guétrouin? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mm. Pas du tout. Ni même ce qui gravite autour. C'est-à-dire le fait qu'il y ait Ouais. eu le roi Louis XIV, tout ça. Enfin, son lien avec justement les corsaires de manière générale. Ça, non. Donc,
Donc, ça m'a permis aussi de me replonger un petit peu. Voilà, on va vite sur Wikipédia ou autre. On essaie de dénicher quelques infos qui sont très intéressantes aussi pour la culture, hein, tout simplement. Ouais, finalement, ça t'a incité à faire toi-même Ouais, des recherches pour compléter un peu. c'est ça. Ok. Et toi, toi, tu l'as fait, mais est-ce que tu penses qu'il y a des spectateurs qui font pareil, genre qui ensuite en rentrant se disent ah bah tiens, j'aimerais bien, j'aimerais bien en savoir plus, j'aimerais peut-être savoir aussi démêler le vrai du faux, parce qu'il y a forcément de la fiction dans un spectacle comme celui-ci. Tu penses qu'il y en a qui ont fait pareil que toi? Oui, je pense. Oui, je pense, oui. Et peut-être encore plus ceux qui habitent, ceux qui connaissent déjà une partie de l'histoire, je pense, oui. Mais pour avoir vérifié, non, ils ont fait vraiment un très très beau travail. En tout cas, pour représenter au mieux l'image, même si évidemment, Oui, parfois on va un peu. ça reste un spectacle, Il y a peut-être certains mots qui vont ça être reste un lissés. spectacle familial. Voilà. Mais, mais vraiment, majoritairement, la grande majorité est assez fidèle. Mhm. Ouais. Ouais, ouais, Natacha, elle s'est assez bien renseignée sur le sujet. Mm. Enfin, moi aussi, du coup, je lui ai aussi passé des recherches. Et puis, euh, et puis aussi grâce à Gilles Foucron, qui est le spécialiste de la ville Mm. de Saint-Malo. Du coup, il nous a pas mal aidés. Ouais, excellent. Et toi, est-ce que tu penses que ce serait quelque chose qu'on devrait vraiment utiliser dans l'éducation pas forcément les spectacles Terra, mais tu sais, des spectacles comme ça ou même juste le principe de l'immersion et du spectacle vivant pour apprendre des choses. Oui, ça peut être. Oui, c'est une manière ludique. Voilà, c'est une manière ludique d'en apprendre un peu plus sur l'histoire. On peut évidemment aussi joindre les deux, mais c'est vrai que pour des écoles, ça peut être intéressant pour des classes de, par exemple, dans l'histoire, s'il y a un spectacle qui parle de ça, ça leur permet aussi de faire un travail de recherche. Même parfois d'accepter s'il y a une ou deux petites erreurs ou autre, mais ça permet de s'y plonger très facilement. En fait, c'est un peu comme un film, hein, au final, hein. On a plus de facilité à aller voir un film que de lire un livre, c'est sûr. Ça prend moins de temps, même si moi j'adore encore le côté, voilà, le côté matériel, le côté prendre un livre, prendre le temps de le lire. Mais c'est bien d'allier les deux. Mm. Ils peuvent très bien aller voir le spectacle et ensuite se replonger dans les archives. Et ça permet. Bah déjà, c'est un travail il y a un effort sur la transmission. Ça permet à chacun d'augmenter sa culture et puis d'en apprendre, peut-être même de s'inspirer sur le caractère de tel ou tel Là, je personnage. pense, pour reprendre une expression que le père Hervé avait, avait prise dans un des précédents épisodes, il parlait du spectacle comme une porte d'entrée. Donc lui, il en parlait évidemment pour Mm, le côté spirituel et même matériel, genre patrimonial. Les gens viennent pour voir le spectacle, mais au final, ils voient aussi l'église. Et c'est une porte mm, d'entrée pour qu'ils s'intéressent à l'église. Mais du coup, c'est aussi une porte d'entrée pour s'intéresser au sujet historique. Comme toi, tu l'as dit. T'as vu le spectacle, tu t'es dit, ah tiens, j'aimerais bien en savoir plus sur ce détail-là, tu vois. Ou, je sais pas, mm, t'entends un truc et tu te dis, ah, je suis étonnée je suis étonnée de ça, je suis pas sûre que ça soit vrai. Je veux mm. savoir si ça fait partie de la fiction ou de la réalité. Et hop, boum, tu cherches. Et du coup, finalement, ça t'incite à faire des recherches. Et je pense qu'effectivement, dans l'éducation, c'est ce qu'on apprend quand on devient prof. Parce que j'ai des amis à moi qui sont dans ces formations-là et à qui on apprend toujours à avoir une accroche pour faire un cours à leurs élèves. Et finalement, je trouve que on peut se servir du divertissement bah, pour faire une accroche et pour justement motiver à
apprendre sur le sujet. Parce que tu es toujours plus motivé à apprendre sur quelque chose qui te touche directement, Mm. plutôt que sur quelque chose qui te paraît extrêmement lointain, parce que c'est pas concret. Et je sais que dans l'épisode précédent avec Chloé, cette fois-ci, la costumière, Mm. on disait que le fait que les bénévoles aient mis leur costume, ça leur mettait dans le rôle et ça leur apportait une toute autre dimension du spectacle. Ils étaient beaucoup plus investis. Et je pense que voir un spectacle vivant, c'est un peu pareil. Genre, on t'investit un peu plus que si tu es juste dans une salle de classe à écouter ton prof parler sur un sujet dont tu connais absolument rien. C'est ça après vraiment qui est vraiment intéressant au final avec la sphère des spectacles terrasses, c'est que tout cet écosystème, en fait, il n'a pas le but que de divertir. C'est que ça va pour ceux, on va dire, ça a le but de divertir en premier lieu, et que il y a plein de branches ensuite où on peut creuser selon notre curiosité, et c'est là vraiment sa Ouais, force. c'est ça. Je trouve. Puis ce que je trouve aussi intéressant, plus le projet avance, plus je trouve ça flagrant. C'est que t'as vraiment ces trois immersions. En fait, l'immersion, elle n'est pas que pour le spectateur. Genre, on parle de spectacle immersif quand on veut vendre le spectacle aux gens. Mais en fait, l'immersion, elle n'est pas que auprès d'eux, elle est aussi auprès des bénévoles qui sont totalement immergés dans le projet et immergés du coup dans l'histoire. Et enfin, je sais que j'ai des bénévoles qui m'ont déjà dit, ouais, bah ça, par exemple, je ne savais pas. Puis qui ont découvert comment on s'habillait à telle époque, etc. Enfin, c'est vraiment de la découverte trois dimensions. Nous, le staff, qui découvrons une nouvelle ville, une nouvelle histoire et un nouveau cadre, du coup, parce que Mm. chaque église va être différente, chaque mapping aura ses spécificités. Pour les bénévoles, c'est pareil, on découvre de nouvelles personnes, on découvre un nouveau spectacle, on s'immerge dans l'histoire de celui-ci. Mm. Et puis les spectateurs, on est assis, on regarde, mais on est dedans. C'est vraiment, on est dedans. On est à 360 dans le décor. Donc, ouais, je trouve que l'immersion est plutôt bien faite. Genre, tu sais, il y a plein Mm. de spectacles ou de trucs où on dit... Enfin, on a le mot immersif qui est tout le temps sur le bout de la langue en ce moment. Et parfois, on la voit pas trop, cette immersion au final. Genre, c'est juste un peu du marketing. Mais là, je trouve que c'est plutôt justifié. Oui, c'est ça. Bah, après, on peut toujours jouer sur les mots, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs formes. En fait, on peut immersif, ça peut être. Ça nous apprend aussi qu'il y a plusieurs manières d'être immersif. Voilà, il peut y avoir même des parcs d'attractions. On va juste évoluer dans un décor. Alors oui, c'est immersif parce que on évolue dans ce décor, on se balade ou autre. Je pense que faut peut-être, voilà, on s'arrête pas forcément aux mots, même si c'est sûr qu'il y a des mots qui sont plus vendeurs que Mm. d'autres. Mais au final, faut se baser après sur les résultats, sur le ressenti. Qu'est-ce qu'en pensaient les spectateurs? Est-ce qu'ils ont senti qu'ils étaient vraiment pris par l'histoire euh, du fait, on va dire, d'être entouré, de pas juste être face à une scène, mais je vois justement d'être entouré comme si on avait une scène en 360. Et je pense qu'après les résultats, comme je parlais avant, en fait, c'est ça qui va faire véritablement foi sur
est-ce que c'était vraiment Mm. immersif ou pas? C'est vrai. C'est au public Voilà. de décider. Ok. Est-ce que tu aurais un petit mot à transmettre à nos bénévoles qui nous écoutent? Bah, félicitations à eux déjà parce que certains font beaucoup de représentations. Non, certains ils vont juste, enfin je dis juste, mais c'est déjà beaucoup, en faire 5 ou 6 alors que d'autres ils vont en faire 20, 30, voire parfois même 40. Donc c'est un travail de longue haleine, surtout qui garde le sourire. Et au final, c'est c'est un peu eux aussi la pierre angulaire de ces spectacles-là, parce que le fait qu'ils sont nombreux, qu'ils apprennent, qu'ils progressent, en fait, même que ce soit pas forcément, parce que certains s'en servent comme tremplin pour, euh, pourquoi pas, devenir acteur Mhm. ou actrice. Même ceux qui le font pas, eh ben, c'est les souvenirs qui restent, parce que voilà, ils rencontrent plein de gens. Et moi, en tout cas, ouais, ce que j'ai à leur dire, c'est bravo à eux pour ce qu'ils font. Et sans eux, en tout cas, le spectacle, il serait plus fade, hein, c'est clair. C'est clair. Et pour nos futurs spectateurs qui vont venir voir les dernières représentations là en août. Bah, foncer, il faut voir ça comme aussi des spectacles éphémères, parce que chaque terrain ne se ressemble pas. Et je pense pas qu'il faut se dire, je vais juste aller me divertir. Mais si ils vont au spectacle en disant, ça va me donner envie d'en savoir plus, je pense que c'est la bonne aptitude à adopter. Ça reste aussi une sortie familiale parce qu'ils peuvent faire découvrir à leurs enfants. Et moi, je le recommande Mm. vivement. Je le recommande vivement parce que voilà, ils ont jusqu'à encore fin août pour aller le voir. Après, ça sera voilà, certainement une autre ville, ça sera certainement une autre période historique. Donc, Donc faut foncer. non, faut vraiment, vraiment foncer aller voir. Ouais, il faut Ça foncer. marche. Bah, super, bah, merci Jérôme pour ton intervention. C'était très intéressant. Bah, merci à toi. J'espère que l'interview vous a plu et si vous avez encore d'autres questions à poser à nos intervenants, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je vous apporterai les réponses. Bien sûr, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à le recommander à tous vos amis, collègues, familles, etc. Pour nos chers spectateurs, vous connaissez le deal, vous avez le lien de la billetterie dans la description. Enfin, si le spectacle vous plaît ou bien le podcast évidemment, n'hésitez pas à suivre nos réseaux sociaux, spectacle au pluriel-du-bas Terra, sur lesquels vous pouvez avoir toutes nos dernières infos. Nous sommes sur Instagram et Facebook. Concernant le podcast, nous sommes sur Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcast, Podcast Addict. Enfin bref, vous avez le choix et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.